Jean-Claude Carrière, bonjour. Vous êtes auteur de pièces de théâtre, vous êtes également poète, romancier. Agriculteur. Mais surtout, et c'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, vous êtes scénariste. Alors on parlera tout à l'heure du scénario. J'ai pour cela à ma droite Anne Roche. Anne Roche, vous êtes auteur de feuilletons policiers pour France Culture, vous êtes écrivain et vous êtes auteur de pièces de théâtre et vous enseignez le scénario à l'Université de Provence. Et Dominique Bidobail, qui vous êtes comédien, scénariste et réalisateur de films également pour le cinéma et la télévision. Vous enseignez aussi la réalisation de documentaires à l'Université de Provence. Donc, ma première question va être très simple. Jean-Claude Carrière, qu'est-ce qui vous a amené au départ à vous orienter vers les métiers de l'écriture? Je crois que c'est tout simplement le goût de raconter des histoires que j'ai depuis que je suis, paraît-il, très jeune, depuis pratiquement l'âge de 6 ou 7 ans. Et je crois avoir commencé à écrire des bandes dessinées, illustrées, vers l'âge de 9 ou 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en soi. Le désir, on entend une bonne histoire et on la raconte à d'autres. Il y a quelque chose qui se communique. Bien sûr, en le transmettant, on le transforme, inévitablement. On fait cette histoire sienne, on la raconte à sa manière. Et ce goût de raconter qui vient du fond des âges, puisque probablement la tradition orale a existé avant l'écrit. Cette tradition-là, que tous les peuples ont connue, et connaissent encore, qui fait de nous aujourd'hui, de nous scénaristes et auteurs de théâtre, les contes, voire romanciers, les conteurs d'aujourd'hui, s'intéresse de très près à ce que nous sommes et à la manière dont nous allons vivre ensemble. Je l'applique personnellement chaque fois avant de commencer l'écriture d'un film. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, mais quelquefois 10 ou 15 fois, à des groupes d'amis différents, raconter le film que je vais écrire. C'est pour moi la toute première forme. Je me rappelle par exemple pour le retour de Martin Guerre, qui s'y prêtait beaucoup, car il s'agit d'une histoire de notre terroir, de notre souvenir, l'avoir raconté chez moi, dans le Languedoc, à des gens de mon village, autour du feu le soir. Vraiment organisé pour la raconter, l'histoire de Martin Guerre. Et vous voyez très très bien le moment où ça décroche, où ça ne décroche pas. Si vous arrivez à les maintenir pendant une demi-heure, 40 minutes avec la même histoire, c'est signe qu'il y a un film caché quelque part. Alors voilà, c'est un goût. Ensuite, vous savez, le goût, il faut d'abord le reconnaître, imaginer, espérer qu'il est accompagné d'un talent, parce que ça ne suffit pas. Hein. Ensuite, travailler beaucoup ce goût, et puis avoir la chance de rencontrer dans sa vie la possibilité de l'exprimer, de l'exercer. Beaucoup de pays aujourd'hui, sur la surface de la Terre, n'ont pas les moyens de se payer un cinéma ou une télévision. Hein, il en est de même, même pour la peinture et même pour le roman. Par exemple, Buñuel avait coutume de dire combien de Hemingway sont nés au Paraguay. C'est pour moi une question extrêmement profonde, c'est-à-dire la chance, c'est ça. C'est pas de rencontrer un tel ou un tel, c'est d'être né avec un certain don, d'avoir eu le courage et l'obstination de le travailler et de se trouver dans une société qui permet à un moment donné à ce don de s'exprimer. Il faut que les trois choses soient réunies. Alors, vous parliez de rencontres. Si on regarde un petit peu votre filmographie, vous avez commencé par écrire des scénarios avec Pierre Etex dans les années 60, qui était un comique. Pourquoi avoir commencé par faire des films comiques? Ça, c'est par goût. C'est-à-dire que j'ai rencontré Pierre Etex au moment où il était assistant et dessinateur de Jacques Tati, pendant la fin du tournage de Mon Oncle. Et ma première entrée sur un lieu de cinéma a été dans un auditorium où Jacques Tati cherchait pour Mon Oncle le son d'un verre qui se brisait sur le sol. Madame Harpel, personnage du film, a un moment donné laisse tomber un verre dans sa cuisine et ce verre se casse sur le sol. Et je suis rentré, j'ai vu Jacques Tati lui-même avec un assistant dans un endroit où il y avait ils étaient entourés de caisses de verre, de différents verres, de différents cristaux, il y avait des milliers de verres, je n'exagère pas. Et sur le sol, au moins une vingtaine de surfaces différentes. Alors on essayait chaque verre sur chaque surface avant de trouver, ça durait une journée entière. Et alors très gravement, Jacques Tati laissait tomber des verres, paf, qui se cassaient ici, là, ailleurs. Ça, je me suis dit, mais c'est ça le cinéma. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'était mon premier contact réellement technique. Et ça m'a servi de leçon pour le reste de ma vie. Je peux me permettre que j'ai votre l'article que vous avez fait paraître dans Le Monde le 26 décembre 89, où vous racontez cette rencontre et vous dites, je le connaissais à peine, c'était en 57.
quand il m'amena un jour dans un auditorium. Debout pendant plus de 2 heures, ou un jour, avec le plus grand sérieux, il laissa tomber des verres sur le sol pour les casser. Il était entouré de caisses de verre, donc il cassa par centaines. Et c'est ce paragraphe qui est très intéressant. Je regardais avec étonnement, découvrant dans le cinéma un artisanat méticuleux, voire maniaque. Je voyais la lenteur extrême du travail qui surprend toujours les visiteurs. Sans le savoir, mais peut-être le devinait-il, jour après jour, me prenant partout avec lui tandis qu'il finissait son film, Jacques Tati faisait mon éducation sans complaisance, sans facilité. Je le considère aujourd'hui comme mon premier maître, celui qui sème les graines les plus profondes en terre vierge. Oui, quand je devais faire, il faut préciser que je devais faire pour lui 2 romans inspirés des vacances de M. Hulot et de mon oncle. J'avais décroché ce... Voilà, ça c'est l'édition pour enfants, qui est un peu abrégée celle-ci. Et donc j'avais été choisi après des essais faits. Et Tati avait beaucoup insisté pour que je n'écrive pas ces livres sans avoir un contact avec la technique, avec le faire du cinéma. Il m'avait confié à Suzanne Baron, sa monteuse, avec laquelle je devais beaucoup travailler par la suite. C'est elle qui a monté en particulier Le Tambour de Schlendorf, l'autre film dont j'ai écrit le scénario. Il l'a appelé, après m'avoir demandé si la première question qu'il m'a posée, ce que je connaissais du cinéma, et ayant découvert que je n'en connaissais rien techniquement, sinon que j'avais un grand Monsieur Tati, j'ai vu tous vos films 4 fois, je vais à la cinémathèque 3 fois par semaine, etc. Non, mais qu'est-ce que vous savez du cinéma? Je lui avais dit rien, je n'ai jamais. Vous n'êtes jamais allé dans un studio? Non, jamais. Alors il a appelé Suzanne et il lui a dit, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est que le cinéma. Ce qui est une phrase magique, c'est vraiment de l'initiation, comme je l'ai dit. Alors elle m'a amené dans les couloirs compliqués de la maison de production, telle Ariane avec un jeune Minotaure, enfin un jeune Thésée, et jusqu'à sa grotte, qui était, c'est là que se trouvait le Minotaure. Et le Minotaure, c'était cette extraordinaire machine qu'on appelle une moviola ou une moretone, qui permet d'aller d'avant en arrière, de dominer le temps, d'arrêter les images. Et elle avait mis la première bobine des vacances de M. Hulot sur la machine et le scénario là. Et moi, je devais arriver à la fin du triangle à un autre état qui était le roman, la novélisation, comme on dit maintenant. Et elle a posé la main sur le scénario, puis a montré la bobine, et elle m'a dit tout le problème est de passer de ça à ça. Et c'est un problème que j'essaie toujours de résoudre et qui reste pour moi aujourd'hui, après 40 ans après cette scène, totalement mystérieux. Car il y a là quelque chose qui dépasse toute explication et même toute expérience que l'on peut avoir du métier. Il y a vraiment un changement d'expression, un changement de support. On passe du papier, où les choses sont écrites d'une certaine manière, une histoire avec des mouvements, quelquefois des dessins, quelquefois même des photos de repérage qui ont été faites, des lieux dans lesquels on va tourner, et on passe à une pellicule qui paraît être en mouvement. Elle ne l'est pas. C'est une série, le cinéma c'est une illusion. C'est une série d'images immobiles qui donne l'illusion du mouvement si on les passe à un certain rythme. Qu'est-ce qui arrive là, entre les deux? C'est réellement comme dans le cabinet d'un alchimiste. C'est quelque chose de réellement magique qu'encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Bien entendu, le langage n'est pas le même. C'est ce qu'il faut bien comprendre c'est ça le plus dur. Quand on écrit un scénario, on l'écrit toujours forcément avec des mots et des phrases. On met des points, on va à la ligne, enfin. Il faut savoir que ce n'est pas le langage que le metteur en scène utilisera pour faire le film. Il va passer de cette écriture-là à une autre, qui est l'écriture cinématographique. Est-ce que vous trouvez justement un décalage important, parfois, entre l'écriture du scénario et le film terminé? Quand il y a le moins de décalage possible, c'est là que le film a les meilleures chances d'être bon. Autrement dit, un scénario peut être une œuvre littéraire très belle et ne pas porter en soi cette écriture-là. Et pour aller encore plus loin, un scénariste doit être un cinéaste. Ce n'est pas là, il doit absolument connaître la technique cinématographique dans tous ses détails, même s'il n'est pas, je ne veux pas dire qu'il soit capable de tenir une caméra, d'organiser des lumières, mais il doit, à la limite, il doit pouvoir le faire. Moi, j'ai fait à peu près tous les métiers du cinéma. Sur le plateau, j'ai été, pendant le Soupirant, pendant tout le tournage du film, j'ai été perchman. Et c'est très précieux d'être perchman, de se faufiler entre les... Parce que perchman, vous apprenez d'abord la disposition des lumières.
comment passer entre les projecteurs sans laisser une ombre sur le mur. Toute la technique est là-dedans. Comment vous faufiler sans laisser... Ensuite, dans une scène entre deux acteurs, comment diriger le micro, à quelle distance? On sait très bien que par une infime variation du micro, on peut donner l'avantage à un personnage dans une scène sur l'autre. C'est la présence du son, c'est quelque chose de très précieux. Tout ça, on l'apprend. Et tout ça, il faut le connaître au moment où on écrit le script. Sinon, si on considère que le scénario est la fin d'une expérience littéraire, et qu'après, on s'en lave les mains, on donne ça à des techniciens sous la direction d'un metteur en scène qui vont se débrouiller, on n'a pas fait œuvre de scénariste du tout. On a fait œuvre de romancier ou de scribe, à la rigueur. Les deux alchimistes principaux. J'ai une question qui est liée à ce que vous venez de dire. Vous avez écrit justement que la littérature est l'ennemi numéro 1 du scénariste. Est-ce que... La littérature littéraire. Littéraire, Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ça? Oui, dans la mesure où un scénario bien écrit peut faire illusion. C'est-à-dire, en effet, oh, quelle merveilleuse histoire. On ne s'est pas rendu compte. La littérature, vous le savez, quand elle est bien faite, est très aveuglante. Elle est très séduisante et elle nous empêche de voir l'impossibilité de notre langage derrière, du langage cinématographique. Je vous donne un exemple. Une fois, et pourtant c'est un cliché littéraire, ça c'est pas de la bonne littérature. Dans le premier scénario que j'avais écrit avec Louis Malle, la première version, étant encore novice, j'avais mis une phrase qui était, je crois, une ombre passe sur son visage. Cliché littéraire absolu. Et Louis m'avait demandé, je fais comment ça? Je mets un volet devant les projecteurs? Comment je fais ça? Vous comprenez à quel point il faut se méfier de quelque chose que un lecteur perçoit immédiatement, surtout s'il s'agit d'un cliché, mais qu'un cinéaste ne va pas pouvoir d'aucune façon réaliser. Alors, là, cette littérature-là est l'ennemi du cinéma. La bonne, pas forcément, surtout si nous trouvons affaire à un romancier qui a un sens dramatique profond, même s'il est dissimulé et caché, et qui est un grand inventeur de personnages et de scènes. Bien entendu, ça c'est notre pâture commune. Mais ce qu'il faut le plus savoir, je crois que c'est très important de le dire aux jeunes, parce que moi j'ai mis des années à le découvrir, c'est que le langage du cinéma est un langage spécifique, propre au cinéma, et qui tient à une chose avant tout. Beaucoup de gens l'ont dit, Godard l'a dit souvent, qui tient au découpage et au montage. C'est-à-dire que ça, c'est propre au cinéma et ça n'existe d'aucune manière en littérature. Si, je ne sais pas quelle est la caméra qui nous filme là, c'est celle-là, je pense. Si je me lève là, bon, mettons que c'est celle-là. Si je me lève, la caméra me suit jusqu'à la fenêtre. On coupe. Je regarde à l'extérieur. On coupe. Ensuite, vous mettez après cette image ce que vous voulez. Le Mont-Sainte-Victoire, la cour de l'université, un bord de mer, le Mont-Saint-Michel, et vous mettez les deux images côte à côte. Pour tout le monde qui verront le film, je regarde ça. Je regarde le Mont-Saint-Michel, la cour de l'université, la montagne Sainte-Victoire. Il y a dans la juxtaposition une continuité. Ça, c'est extraordinaire. Dans l'histoire de l'expression, ça n'existe que là. Au point qu'au début du cinéma, pendant au moins 15 premières années du cinéma, il n'y avait pas de découpage. On filmait, comme au théâtre, on filmait des plans d'ensemble où l'action se déroulait, les gens entraient, sortaient, mais on ne s'est pas du tout risqué à couper ça pour passer à autre chose à l'intérieur même de ce plan. Ça, peu à peu, le cinéma n'a découvert que tardivement qu'il était en train d'inventer un langage. Et ça, c'est complètement fascinant. Et ce langage-là, terriblement complexe, nous n'avons pas fini, il s'en faut, de l'explorer. Et même certaines expressions, certaines armes de ce langage se sont perdues. Par exemple, avec le cinéma muet. Oui, tout à fait. Et donc, nous ne demandons qu'à les retrouver quelque part. Mais pour vous qui avez les deux expériences, c'est-à-dire l'expérience de l'écriture littéraire, si on peut dire, et l'expérience d'écriture en vue du cinéma, je laisse de côté les novélisations, parce qu'à mon avis, c'est un autre problème. Je pense au livre « La controverse de Valladolid » par rapport au film. Moi, j'ai lu d'abord le livre, et j'ai été très, très frappée de sa qualité, je dirais, littéraire. Alors, comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que d'emblée, vous l'avez écrit comme un scénario? Non. Non, le livre était un livre. Là, il faut savoir, c'est assez difficile, et je ne crois pas que l'exercice que j'ai fait sur la controverse de Valladolid, livre et film, presque en même temps, en commençant par le livre, soit possible quand on a 25 ans. Je crois que c'est vraiment très difficile parce qu'il faut pouvoir, vous voyez, effacer une part de soi pour passer à l'autre. Par exemple,
Dans le livre La controverse de Valladolid, on peut pénétrer à l'intérieur des personnages. On peut dire ils se disaient que, Oui, ils tout à pensaient que. On peut même, ce qu'on ne peut en aucune manière faire dans le film, prendre une distance historique et dire, par exemple, il faudra encore 2 siècles avant que cette idée pénètre dans la pensée occidentale. Comment mettre ça dans un film où vous êtes emporté? Il y a 2 changements fondamentaux entre un livre et un film ou une pièce de théâtre. Le premier, c'est celui-là, c'est que dans un livre, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez relire, vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez pas compris, vous pouvez sauter 10 pages si ça vous ennuie, hein, et vous pouvez vous arrêter avant la fin, peu importe. Dans un film, vous pouvez sortir, mais c'est à peu près le seul point commun. Vous ne pouvez pas vous arrêter, sauf si vous le regardez en cassette chez vous. Là, on rejoint la lecture, hein, et vous êtes emporté par le mouvement du film. Vous n'avez pas le temps de la réflexion. Moi, j'ai vu très souvent, j'ai même des cas très précis de discussion avec Milan Kundera là-dessus, à propos de l'adaptation que j'avais faite de L'insoutenable légèreté de l'être, de choses qui sont possibles au cinéma et qui seraient impossibles dans un livre. Pour la raison que notre réflexion dans le temps cinématographique est pour un moment effacée. Oui. Alors, ça, c'est la première des différences. La deuxième, elle est évidente, c'est qu'un livre s'adresse à un lecteur après l'autre. Je vous donne un livre à vous, un autre à vous, un autre à vous. Vous n'allez pas le lire le même jour, dans le même temps, en vous arrêtant aux mêmes pages, etc. Donc, chaque lecteur fait le livre sien. Ça, c'est un des grandes découvertes, j'allais dire, enfin, un des grands points sur lesquels a insisté la critique littéraire au XXe siècle. De Borges à Genette, si vous voulez, ils ont tous remis cette question sur le tapis. Vous vous rappelez ce que Borges disait, qu'il est bien connu que Cervantes a exercé une influence sur Kafka. Il est moins connu que Kafka exerce une très grande influence sur Cervantes. Parce qu'en effet, si on lit Kafka avant de lire Cervantes, à travers nous, Cervantes est influencé par cette lecture que nous portons en nous, quelquefois même sans nous en rendre compte. Alors ça, cela vaut évidemment pour le livre, qui est un objet transformable. Chaque lecteur fait du livre un autre livre. Dans l'autre cas, non seulement le contact n'est pas direct, aujourd'hui avec même les imprimantes, on peut imprimer son propre livre et le mettre sous vos yeux sans aucun intermédiaire. Dans l'autre cas, une pièce de théâtre, un scénario de télévision, de cinéma, vont être transformés, comme je le disais. Ils vont subir un très lent et difficile processus de transformation, passer par un certain nombre de techniciens, d'acteurs, sous la direction d'un metteur en scène, c'est tout à fait différent du livre, et finalement arriver non pas devant un lecteur, mais devant un public. Au théâtre, c'est très clair, devant des gens qui se sont, ou dans une salle de cinéma, qui ce jour-là se trouvent réunis. Je compare ça souvent vous prenez l'avion un jour, vous arrivez comme ce matin par exemple, pour venir à Aix. J'ai pris l'avion à Orly-Ouest, je me suis trouvé dans un avion qui allait à Marseille, avec autour de moi des passagers, et nous formions un groupe humain à un moment donné réunis dans l'air. Et plus jamais nous ne nous retrouverons. Réunis pour une fois pendant 1h30. C'est la même chose pour une salle de théâtre ou de cinéma. Un certain nombre de gens, ce soir-là, sont réunis en face d'un groupe mieux préparé qu'eux, qui est le groupe d'acteurs, pour un événement qui n'aura plus jamais lieu. Qui n'aura plus jamais lieu dans la mesure où ce public-là ne se reformera plus jamais. Alors ça, c'est à la fois la faiblesse et la merveille de ce qu'on appelle les arts de représentation. Donc je suis très sommaire là-dessus. Si ça vous intéresse, je pourrais ajouter une autre différence, elle est un peu plus difficile à percevoir et un peu plus discutable. C'est que j'imagine que j'ai une filleule, une jeune fille de 16 ans, 17 ans, qui vient d'entrer à l'université d'Aix-en-Provence, qui s'intéresse à l'expression, à la culture, qui est vive, qui a un grand intérêt pour toutes les choses de l'expression. Pour son anniversaire, je lui offre un livre. Et je choisis un livre de grande qualité. Je prends par exemple Les démons de Dostoïevski. Un très grand livre, très dense, très complexe. Je le lui donne. Elle rentre dans sa chambre et elle commence à lire ce livre. Elle se trouve, elle, malgré sa vivacité, sa curiosité, son intelligence, en présence d'un monstre.
d'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire de la littérature, d'une densité, d'une complexité, d'une multitude de niveaux possibles dans la lecture de l'œuvre. Et ma question est, jusqu'où ira-t-elle? C'est-à-dire, je suis même en admettant qu'elle le lise le livre du début à la fin, parce que dans les démons, les 50 premières pages ne sont pas faciles à lire, hein, même pour un esprit averti. Ira-t-elle jusqu'au bout? Si elle va jusqu'au bout, que retiendra-t-elle? Est-ce que vraiment elle aura pénétré toute l'extraordinaire texture de l'auteur, ou ne va-t-elle pas rester à mi-chemin, au quart du chemin, insatisfaite, déçue peut-être? Mais elle est seule, en face d'un monument. La même, qu'est-ce que j'ai dit, filleule? Filleule. La même filleule, pour son anniversaire, je l'amène au théâtre, ou au cinéma. Et je lui montre une œuvre d'égale hauteur et d'égale ambition. Par exemple, Le Roi Lear de Shakespeare, pour prendre des... c'est pas sans rapport. Hein. Alors, mais dans ce cas-là, au théâtre, je l'amène voir Le Roi Lear, mis en scène par Peter Brook, que je salue, avec Paul Scofield. Je parle d'une représentation que j'ai vue autrefois, qui était magnifique, avec un très bon groupe d'acteurs et de techniciens qui ont préparé cette œuvre complexe pour elle, c'est-à-dire pour le public. Elle n'est plus seule. Elle se trouve en présence d'un certain nombre de gens qui ont travaillé dans l'espoir de l'amener plus avant ou plus profondément dans une œuvre qui, de toute façon, est inexplorable dans sa totalité et qui laissera toujours des zones d'ombre. Donc, il y a peut-être, c'est pour ça peut-être que l'on fait des arts de représentation, dans l'espoir que nos spectateurs pourront être, s'ils le désirent, amenés plus loin que dans le simple exercice de la lecture. Vous comprenez? Ça, c'est une... Alors, j'ai bien dit que c'était une différence discutable. Je n'en fais pas du tout une hiérarchie. Il est tout à fait possible, et ça m'arrive souvent, que je préfère être seul avec un livre, même si j'ai du mal, même si je m'accroche, même si je n'en perçois pas, et je le sais, toutes les nuances, que d'aller voir une interprétation d'une pièce qui, de toute façon, me sera donnée à travers des visages d'acteurs que je n'aurais pas choisis. Mais quand même, il y a quand même, au départ, une lutte contre ce que j'appelle la solitude du spectateur. Justement, est-ce que vous écrivez plutôt en fonction de personnages ou est-ce que vous écrivez pour des acteurs? Non, j'écris toujours en fonction d'une situation dramatique. Hein, c'est ce qui passe d'abord, parce que c'est quelquefois on perçoit, dans le meilleur des cas, on perçoit tout ensemble. La situation dramatique, les personnages qui animent cette situation, c'est-à-dire sans lesquels la situation n'existerait pas, et le thème qui est autour, ou les thèmes qui se rattachent à cette situation. Donc, c'est ça l'essentiel. Si on n'a pas ça, on a beau avoir les meilleurs acteurs du monde, et ça m'est arrivé de me planter complètement, parce que je m'étais trompé sur la qualité de la situation que je croyais bonne, et qui en fait ne l'était pas, était ou rebattue, ou mal foutue, ou fausse, ou en désaccord avec l'air du temps. Ça, c'est très important aussi. Quant à l'acteur, et j'en ai un à ma gauche, donc je peux en parler. J'aime beaucoup travailler avec lui le plus tôt possible. C'est-à-dire savoir d'abord comment il réagit aux premiers textes écrits. C'est très important. Je trouve que l'acteur est le meilleur lecteur d'une œuvre, d'un scénario ou d'une œuvre de théâtre. Car il sent tout de suite d'une manière instinctive, sans raisonner, s'il peut lui donner vie. S'il y a une vie possible dedans, ou bien si tout est mort. Mort, glacé, théorique, artificiel, sans vie. S'il ne peut pas l'animer, il le sent tout de suite. Moi, j'ai énormément travaillé avec des acteurs toute ma vie, et je le fais toujours. Avec une des merveilles du groupe de théâtre de Peter Brook, c'est d'avoir toujours des acteurs à portée de la main. C'est-à-dire que vous écrivez une scène ou deux, même pas une pièce, une scène ou deux, où il y a toujours Peter, ses assistants, un tapis, et on va voir ce que ça donne. Quelquefois, on le joue avant de le lire comme un roman, vous comprenez? Oui. Parce que cette lecture romanesque d'une chose qui est destinée de toute manière à être jouée est fausse. Ça ne sera jamais lu comme ça, jamais. Lire Shakespeare dans la solitude, c'est faux. Ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait pour être joué, c'est tout à fait autre chose. Alors, on commence par une lecture à haute voix en mouvement. Jouer, le papier à la main, on joue, sans même connaître par cœur. Donc, pour vous prendre notre exemple, qui vaut en particulier pour la controverse de Valladolid,
mon ami très regretté, Jean Carmet, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est pour moi un acteur merveilleux, venait chez moi quand je lui demandais pour me lire à haute voix des scénarios qu'il ne connaissait pas et même dans lesquels il n'y avait pas de rôle pour lui. Donc c'est simplement de donner à un comédien, cette expérience que je fais très très souvent, un texte sans lui dire un mot de quoi il s'agit. Oui. Et lui dire, est-ce que tu peux me le lire à haute voix? C'est formidable. Ça vous donne, sur ce que vous avez écrit, des lumières complètement nouvelles. Et de lui demander de faire tous les rôles. Je vous donne un autre exemple. Quand on a fait Cyrano de Bergerac avec Jean-Paul Rapneau, on a demandé, on savait que Gérard Depardieu serait l'interprète de Cyrano. On lui a demandé de nous enregistrer une cassette audio, hein, pas vidéo, une cassette audio de toute la pièce. De lire la pièce à sa manière. Et il l'a fait. Il a pris 3 jours pour le faire, ou 2 jours, en lisant tous les rôles, en jouant Roxane, en jouant De Guy, en jouant tous les rôles. Voilà. Et on avait, quand on travaillait avec Jean-Paul, cette cassette toujours à portée de la main. Et avant même de travailler sur l'adaptation d'une scène, on écoutait comment un acteur de grand talent et de grand instinct l'avait senti à la lecture. Comment lui avait d'emblée envie, même pas envie, le sentiment qu'elle devait être jouée. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on découvre immédiatement, prenons ce cas précis, Gérard est un, qui j'ai beaucoup travaillé, autour de Martin Guerre, Danton, plein de choses. Gérard est un acteur qui joint à un volume physique impressionnant, une présence physique très forte, une voix souvent faible et vulnérable. Jean Carmet, qui l'aimait beaucoup, disait de lui, c'est Gérard, il n'a pas de grands moyens vocaux. Gérard serait incapable de jouer Cyrano au théâtre, de le projeter jusqu'au 3e balcon. C'est pas du tout dans sa nature. Et le contraste et son charme profond vient de découvrir cette vulnérabilité que trahit sa voix à travers la masse impressionnante de son corps. Dans la cassette, nous n'avions plus son corps, nous n'avions que sa voix. Et cette vulnérabilité de Cyrano apparaissait immédiatement. Il le rentrait, il l'intériorisait, il en faisait sentir tous les tremblements, toutes les fissures, toutes les faiblesses, tous les désirs enfouis, tout ce que la fanfaronnade habituelle dissimule, et qui est dans le texte, si on veut bien le laisser apparaître. Donc dans ce cas-là, je pense que ça répond à votre question, l'acteur devient collaborateur du travail d'adaptation, du travail même de réalisation d'un film. Alors moi, je voulais vous reposer la question. Vous avez parlé d'alchimiste tout à l'heure. Quel est l'alchimiste? C'est une équipe d'alchimistes, le réalisateur et il y a un creuset, il y a tout un cabinet d'alchimistes dans lequel participent des scénaristes, des chefs opérateurs, des monteurs, et puis il y a un patron qui est le metteur en scène. Pour passer du scénario du langage écrit au langage cinématographique. Moi, je crois que le réalisateur, qui est le maître d'œuvre, si vous voulez, dans une cathédrale, il y a des gens qui ont fait des vitraux, des sculptures, quelquefois même, c'est pas l'architecte qui a fait le plan d'ensemble. Par exemple, c'est pas Eiffel qui a dessiné la tour Eiffel. On ne le sait pas, mais c'est pas lui. Non, il y a eu un concours d'architectes, et c'était l'architecte Lorrain, dont le nom a été totalement oublié à l'histoire, qui a eu son projet retenu. Oui, Eiffel n'est que le constructeur. C'est l'ingénieur qui a mis en œuvre un projet qu'il n'a nullement dessiné. Alors, ça peut arriver. Il peut arriver que des metteurs en scène n'interviennent nullement dans le scénario. Et on leur donne un scénario, comme à Eiffel, qui n'est pas du tout le leur, et ils le font de leur mieux. Je suis partisan de l'autre technique. C'est-à-dire, je préfère que le metteur en scène soit là depuis le tout début, puisque c'est lui, de toute manière, qui va devoir tout diriger dans ces opérations, et particulièrement la plus importante, qui est celle du tournage. Le moment où il dit « allez-y », c'est là que quelque chose se passe ou ne se passe pas. Je crois que c'est toujours, enfin mon expérience me dit que c'est toujours beaucoup mieux s'il est là depuis le début, même s'il dit, ce qui n'est pas le cas de Jean-Paul. Jean-Paul a été un scénariste, il est toujours. Même s'il dit qu'il n'est pas auteur. Mais il doit être là, ne serait-ce que venir 2 ou 3 fois par semaine pour que je puisse lui parler, lui raconter, voir quelles sont ses réactions. On voit tout de suite si, par exemple, quand on rencontre quelque chose à un metteur en scène, s'il a envie de le tourner. S'il a la moindre réticence, il fait oui, c'est pas mal. Il vaut mieux ne pas insister. Et ne pas... ah oui, on voit la différence. Si quelque chose s'allume en lui, même si on sent que l'idée est imparfaite, alors elle vaut la peine d'être travaillée. Qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas envie de passer à la réalisation? Moi, je ne me sens pas metteur en scène, c'est tout.
Vous savez, prenez le cas de Jean-Paul, pour le Hussard sur le toit, c'est 4 ans de sa vie, hein, tout simplement, en se levant tous les matins et en se disant je dois faire le Hussard sur le toit, c'est le meilleur film du monde, je dois y consacrer tous mes efforts et ne penser à rien d'autre. Alors, moi, ce n'est pas du tout mon cas, je n'ai pas un tempérament d'homme à idées fixes. Un scénariste est non seulement celui qui va travailler, comme c'était le cas là pendant quelques mois, sur un scénario, mais celui qui doit chercher des idées. C'est une part de son travail, de sa fonction. Il est une tête chercheuse. Moi, il y a des films qui se sont faits sur des idées que j'ai trouvées, et je n'ai pas du tout travaillé au scénario. Vous savez, des idées que l'on donne, que l'on distribue, qui se transforment, qui s'adaptent. Et c'est une part de son travail. Et puis, la deuxième raison, la plus importante, c'est que un metteur en scène de cinéma, elle ne peut pas faire autre chose. Une fois que vous avez fait un film comme metteur en scène, vous êtes classé, étiqueté, impossible. Je dis souvent que Jean Renoir a écrit de très beaux livres et n'a jamais été traité ni même considéré comme un romancier. Un scénariste peut faire du théâtre, comme je fais, des livres. Jean-Louis David a écrit de très belles chansons, etc. Je ne connais pas au monde un seul scénariste qui ne soit que scénariste. Et il peut même, s'il le désire un jour, devenir metteur en scène. Je vous dis tout ça, et si ça se trouve, l'année prochaine, je ferai un film. C'est pas, il faut jamais jurer. C'est des courts-métrages, oui. Et puis de la mise en scène de théâtre. Moi, j'aimerais qu'on parle quand même de Luis Buñuel. De qui? Oui. C'est la question bête. Ah oui, c'est ce vieux... Il y a quelque temps. En vous lisant, il y a quand même une phrase qui m'a un petit peu... sur laquelle je me suis arrêté. Vous avez déclaré « J'ai travaillé pendant 19 ans avec lui sans jamais savoir ce qu'il voulait dire ». Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu déroutant? Non. Au contraire, si j'avais su ce que Buñuel voulait dire... Ça n'aurait pas duré 19 ans. Ça n'aurait pas duré 19 ans, c'était été très réducteur. C'est ça la merveille d'un grand artiste, c'est qu'il est inépuisable, impénétrable, et restera un mystère longtemps. D'ailleurs, il disait lui-même, l'art commence au mystère. Quand on peut tout expliquer, la raison s'en contente, et l'art n'a rien à voir. Voilà, l'art commence justement là où nous atteignons, et chacun de nous à ces zones-là, les territoires de l'inexplicable. Donc oui, je me suis trouvé pendant 19 ans face à face avec lui. Nous avons pris, j'ai fait le calcul une fois, plus de 2000 repas en tête-à-tête, c'est-à-dire beaucoup de couples ne peuvent pas en dire autant. Ouais. Et en tête-à-tête, vraiment, c'était un compagnonnage très très long qui est maintenant dépassé par celui avec Peter Brook, puisque ça fait 23 ans avec Peter. Et l'un comme l'autre restent pour moi des personnages que je découvrais dans le cas de Buñuel ou que je découvre avec Peter Brook à chaque rencontre. L'année dernière, il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, je me suis trouvé avec Peter Brook au Festival d'Avignon, et dans le jardin d'un restaurant, nous avons déjeuné tous les deux. Il y avait des gens nous regardaient tout autour. Pendant tout le repas, nous n'avons pas arrêté de parler, mais comme des fous. Oui, et à la fin, quelqu'un s'est approché de nous et m'a dit « Mais vous avez encore des choses à vous dire depuis le temps que... » Mais oui, c'est ça qui est... Moi, je me suis trouvé, je ne sais combien de fois, sur des routes indiennes, avec Peter Brook à l'arrière d'une voiture, à rouler à 30 à l'heure pendant 6 ou 7 heures, sans arrêter de parler, ouais, sans arrêter de découvrir, d'explorer des choses. Cette planète est absolument inépuisable, elle est fascinante. Mais c'est pas pour ça. C'est différent de Brook à Buñuel. Buñuel était une sorte de bloc de granit espagnol, très costaud, avec un regard très pénétrant, une texture de roche extrêmement dense, et vous aviez l'impression que c'était toujours la même roche. Ouais. Et pourtant, étrangement, en creusant dedans, chaque fois on découvrait quelque chose de nouveau, ou on lui faisait découvrir quelque chose en lui-même qu'il n'avait pas vu. Peter, c'est différent. Peter, c'est une eau vive qui rebondit sur 1000 terrains, en chaque fois en les illuminant, en les fertilisant, en les enrichissant, en les faisant apparaître quelquefois, là où personne ne les avait vus. Il est l'homme le plus léger que je connaisse. Il a toujours un petit sac, comme ça, il voyage avec ça. C'est extraordinaire, un vieux blue jean, une veste. Il va partout, mais toujours avec une intensité de regard, une attention, une intelligence. C'est comme s'il avait des antennes. Quelquefois, il a quelque chose d'animal, Peter, comme les antennes d'un insecte, pour toucher l'invisible. C'est ça qui est... Alors, oui, c'est inépuisable, rassurez-vous, absolument sans fin. Alors, peut-être une réaction sur Mais Buñuel. comment ça se passait justement avec lui, je veux dire avec Buñuel? Par exemple, vous disiez tout à l'heure que chaque idée de film, au départ, il y avait une sorte de... Il y a un drame ou un conflit. Et là, ça venait de lui, ça venait de vous, ça venait des deux. Comment ça se passait? Alors, d'abord, ça dépend. Excusez-moi, très souvent,
La réponse à une question est, hélas, ça dépend. Alors, ça dépend s'il s'agit de l'adaptation d'un livre. Et dans ce cas-là, il y a déjà des éléments dramaturgiques. Journal d'une femme de chambre, Belle de jour, il y a déjà des situations, des personnages. C'est un travail d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'il soit plus facile. Dans l'autre cas, il y a quelque chose qui est entièrement à inventer. La Voie lactée, le charme discret de la bourgeoisie, Fantôme de la liberté. Alors, la question qui se pose toujours est très simple. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'après avoir travaillé quelques semaines, voire quelques mois, on arrive à un premier état de quelque chose? D'abord, avant ça, on peut ne rien trouver. Ça nous est arrivé 2 fois avec Buñuel, de nous réunir pendant 8 jours chaque fois, de nous creuser la tête, de partir sur ceci, sur cela, d'improviser, et après 8 jours, de plier bagages et de nous retirer en disant on n'a rien d'intéressant. Et puis, dans d'autres cas, on continue parce qu'on est soi-même intéressé. Si on est 2 à être intéressés par une scène, on a plus de chances que l'éventail aille s'élargissant. Vous voyez, alors, cela dit, la situation, alors dans les 3 films que je viens de citer, ce sont pour les jeunes étudiants 3 mauvais exemples, puisque c'est le contraire d'une situation dramatique de crise. Nous avons même surtout dans Le Fantôme de la liberté, qui est presque un exercice d'école, anti-dramaturgique. Hein, c'est comme si on avait décidé dès le début de ne pas traiter le sujet, hein, de faire qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a même pas de narration, qu'il n'y a pas une succession d'événements et qu'on montre ce qui nous plaît. Ouais. Ce n'est pas dans le film, mais l'idée était partie justement d'une très courte, parce qu'on n'aimait pas beaucoup les discussions théoriques, d'une très courte conversation sur l'idée de dramaturgie. Pourquoi est-ce que une histoire a un début, un milieu et une fin? Pourquoi est-ce que dans le théâtre classique, tout se passe en un jour? Ce jour-là, Bérénice ne peut pas se passer la veille ni le lendemain, c'est ce jour-là que tout se passe. Pourquoi d'une manière artificielle rassembler tous les gens en un même lieu, etc. Donc on avait pris la situation suivante, une scène qui n'est pas dans le film, c'est pour ça que je peux vous la raconter. Un homme et une femme se disputent, très fort. On commence comme ça. Des éclats de voix terribles sur un point précis, je ne me rappelle plus, probablement l'un des 2 veut quitter l'autre, disons. Et le sort de cette scène dépend d'un télégramme qu'un facteur va apporter, qu'un employé de la Poste va apporter. Ils attendent tous les 2 ce télégramme qui va décider si oui ou non leur vie est en jeu. On sonne à la porte, l'un des 2 va ouvrir, nous passons à travers le mur, il y a là le facteur qui donne le télégramme, et il referme la porte et nous suivons le facteur, sans même vouloir savoir quelle est la solution, ce que dit le télégramme. Ça, évidemment, c'est d'une insolence absolue, d'une arrogance incroyable à l'égard du spectateur. Dans ce cas-là, c'était même aller trop loin. Mais c'était trop loin dans les rapports de respect que l'on doit de toute manière avoir avec un public éventuel. Mais ce modèle d'anti-scène, oui, parce que c'est le contraire de ce qu'on apprend dans les écoles américaines, par exemple, c'était fait évidemment de manière très consciente, très, très voulue. Et il en reste quelque chose dans le film. Le film est construit, mais d'une manière plus souple, plus invisible, si vous voulez, sur ce principe-là. Alors, j'ai des enseignants à mes côtés. Vous-même, vous êtes président de la FEMIS. Vous participez aussi aux ateliers du cinéma à Marseille. Écrire exercice du scénario, c'est un petit peu cette même démarche. Pourquoi avoir envie, comment est venue l'envie d'enseigner aux autres votre savoir? Parce que je suis moi-même je pense, hein, on ne sait jamais, on ne peut jamais expliquer totalement sa vie, ses actions et ses décisions. Ceux qui essaient de le faire ou ceux qui prétendent le faire mentent ou se trompent. Donc il faut là aussi dire qu'il y a une part d'inconnu dans chacune de nos décisions. Je crois que c'est dû au fait que je suis un pur produit du système éducatif de la Troisième République. Je suis d'une origine très modeste, de tout petit paysan du fin fond des Cévennes. Et si je n'avais pas eu une bourse républicaine à l'âge de 9 ans et demi que j'ai gagnée dans un concours à Montpellier, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Cette bourse m'a suivi jusqu'en Cagne, jusqu'à mon entrée en Normale supérieure. Donc, sans cela, si je n'avais pas eu cet appui financier, jamais mes parents n'auraient même eu l'idée de me faire continuer des études. Alors, je me suis dit plus tard, vers 35-40 ans, que même pas, je me suis même pas dit, ça me paraissait évident, que j'avais quelque chose à rendre de ce que j'avais reçu. Et que sinon, je risquais, comme disait, je ne sais plus qui, De Gaulle, je crois, de vieillir dans mon chagrin. C'est lui qui a dit ça, une très jolie expression.
Et je ne m'en suis jamais repenti, même si quelquefois c'est très dur. Je fais chaque année à la FEMIS un atelier qui dure 15 jours, très serré, où je prends les étudiants en deuxième cycle, déjà bien avancé, de mise en scène et de scénario. Et le thème de l'atelier, c'est travailler ensemble. Travailler ensemble entre scénaristes et réalisateurs. Mais là, c'est un atelier, c'est pas des cours. Hein, c'est-à-dire, on travaille, je fais des propositions de points de départ, en partant toujours de situations classiques, un désir et un obstacle à ce désir, par exemple. Alors, on arrive, un des participants arrive avec une situation et tout le monde travaille sur cette situation pour voir où elle peut nous conduire, ce qui va, ce qui ne va pas. Mais toujours dans l'idée, non pas. Ce sont des ateliers de scénario, il faut le dire, où on n'écrit pas un mot. Jamais, ou très rarement. Il y a juste, je crois, vers la fin de la deuxième semaine, je demande quelquefois un exercice de dialogue indirect. Parce que le dialogue indirect est quelque chose de très précieux au cinéma. Parce que vous savez, ce qu'on appelle le dialogue indirect, c'est un dialogue qui ne va pas avec l'action. Une action se déroule entre nous. Par exemple, je suis marié avec madame et vous êtes son amant. Je n'en sais rien. Hein. Mais vous devez prendre un rendez-vous tous les deux à mon insu, uniquement par vos regards. Hein. Vos regards vont se dire des choses que moi je ne pourrais pas deviner, mais que le public va deviner, parce que ce sera filmé de telle sorte que vos regards vont se rencontrer à mon insu. Là-dessus, rajoutons un dialogue qui n'ait aucun rapport avec la situation. De quoi pouvons-nous parler? Oui, c'est tout à fait intéressant. Parce que ce dialogue peut, par exemple, contribuer au fait de ma distraction, du fait que je ne remarquerai pas ce qui se passe. Si, par exemple, vous avez envie de vous dire quelque chose, vous essaierez de me faire parler de quelque chose qui me passionne et qui va m'aveugler sur vos relations, etc. Je vous dis, c'est sans fin. Hein. C'est un sans fin de situations, parce que le monde entier peut y passer. Et l'ensemble des relations humaines. Ce qui est intéressant, c'est que ça part d'une situation d'échange entre les personnes et visuelle qui est très forte. Oui, le langage du regard appartient en propre au cinéma. Voilà. Au point même qu'il y a dans les études quand on en vient au cadrage, et particulièrement pour les chefs opérateurs, il y a des études sur les directions de regard qui sont extrêmement précises. Moi, j'ai vu analyser, par exemple, des tableaux de Georges de la Tour, ne serait-ce que le Tricheur, par exemple, où il y a 4 regards passionnants, il y a 8 mains et 4 regards dans ce tableau. On peut faire là-dessus des exercices de cinéma qui sont tout à fait intéressants. Et ainsi de suite. Enfin, c'est sans fin. Moi, je fais faire des travaux sur certaines estampes de Goya, par exemple, sur les travaux de lumière, où on voit qu'un grand artiste éclaire tout simplement ce qu'il veut, sans aucune direction de lumière, sans... Vous voyez, c'est la lumière, il en fait ce qu'il veut. C'est une certaine école de lumière au cinéma, etc. On prend son bien où on le trouve, et en fait, il est partout. Anne, vous avez peut-être une question sur l'enseignement du scénario? Oui, par rapport à l'enseignement du scénario, moi, un des points sur lesquels j'insiste beaucoup, mais peut-être j'ai tort, parce que vous avez beaucoup parlé du fait qu'il fallait que le scénariste collabore avec le réalisateur. Non, en fait, je n'ai pas dit qu'il fallait, j'ai dit que c'était mon expérience. Oui. Je me regarde toujours vous voyez, Et disons que moi, je suggère à mes étudiants, dont la plupart, je pense, ne deviendront pas scénaristes, mais je pense que c'est important qu'ils aient une expérience de l'écriture de scénario comme expérience à la fois théorique et pratique, si vous voulez. Et moi, je leur demande bien de ne pas déborder du rôle de scénariste vers le rôle de réalisateur. Je veux dire par là que je leur demande d'essayer d'avoir une écriture spécifique, c'est-à-dire visuelle, et tout à fait comme ce que vous disiez tout à l'heure, une écriture non littéraire, mais en même temps, par exemple, quand ils m'indiquent cut ou gros plan ou plan américain, ça je le barre, parce que je leur dis, ça c'est pas votre boulot, c'est le boulot du réalisateur. Mais même quand on travaille avec le réalisateur, c'est rarissime que l'on mette ces indications techniques, parce que ça, surtout depuis la nouvelle vague et depuis qu'on tourne en décor naturel et qu'on ne peut plus repousser les murs, la plupart du temps. Donc, moi, j'ai travaillé un peu de toutes les façons. Avec les textes, Tati, c'était des scénarios extrêmement découpés, où on indiquait tout, jusqu'à l'objectif, quelquefois, qu'il fallait utiliser, avec des croquis, des photos. Les scénarios avec Godard sont à la limite des scénarios inexistants, qui ne doivent surtout pas avoir la forme d'un scénario. On a des bouts de papier dans les poches, on s'écrit, on se téléphone, on s'envoie des bouts de dialogue par télégramme. On espère que quelque chose, comme avec Ferreri, va se passer au moment du tournage. La plupart du temps, c'est le cas avec Buñuel, l'action est minutieusement écrite, ainsi que les dialogues, mais pas une fois le mot caméra n'est prononcé. Alors on essaie de trouver des manières, quelquefois, si l'on veut suggérer un mouvement, on peut aller à la ligne, on
peut indiquer un découpage, mais c'est à peine suggéré. En effet, il faut se garder, se garder d'indiquer dans ce que j'appelle dans le livre la chenille par rapport au papillon que sera d'indiquer les mouvements du vol du papillon. Parce qu'il est très important qu'il les découvre au moment où il prend son vol. Oui. Et autre chose aussi peut-être qu'on peut dire, c'est que de ce point de vue, il y a toujours eu dans toute l'histoire du scénario, qui n'existe pas d'ailleurs, on n'a jamais fait une histoire du scénario. Et je comprends très bien parce que le scénario c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a qu'une existence transitoire. Oui, éphémère. Mais il y a quand même deux grandes directions très différentes l'une de l'autre. L'une est celle qui dit que tout le film est dans le scénario. Tout le cinéma américain se fait encore de cette manière, une grande partie du cinéma français. C'est-à-dire que le metteur en scène est un technicien parmi d'autres. On lui donne un scénario et il le tourne et ensuite le producteur prend le film et le donne à un monteur, etc. Il est à une étape du travail et pas après. C'est le producteur qui suit le film du début à la fin. 80% de l'histoire du cinéma, c'est fait de cette manière. Dans le scénario, contient tous les éléments du film. Et puis il y a l'autre école, disons nouvelle vague pour simplifier, encore qu'il faudrait distinguer, qui dit que non, le metteur en scène doit être présent du début à la fin, puisque c'est lui de toute façon le maître d'œuvre, voire l'auteur du film, et que dans ce qui signifie que quelque chose, que le scénario bien entendu peut être aussi précis que possible, mais qu'il doit toujours ménager une création au moment du tournage, et si possible encore au moment du montage, que quelque chose de vivant doit être insufflé, quelque chose de neuf doit apparaître. Le mot happening était très utilisé autrefois, il ne l'est plus, mais il disait bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quelque chose de réellement imprévu dans le scénario, qui n'a pas été décrit, doit surgir au moment du tournage, et que tout le laisse à souhaiter. C'est plutôt dans cette direction, disons, que je C'est pas Hitchcock qui disait que plus c'était préparé, mieux on improvisait derrière? Aussi, oui, mais l'improvisation elle-même est plus, au cinéma comme au théâtre, un travail de préparation que de tournage. Par exemple, l'improvisation aide beaucoup à écrire, beaucoup. J'ai, à ma connaissance, très peu d'exemples d'une improvisation sur le tournage même. Oui, j'ai vu improviser, mais la plupart du temps, ça a fini dans la corbeille, dans la salle de montage. Et c'est très étrange. Là aussi, ça fait partie de tous ces éléments de mystère dont je parlais. On n'a jamais vraiment très bien compris pourquoi. Bref, on ne saura jamais comment on passe d'un scénario. Heureusement. On ne saura jamais comment... Moi, je voudrais... Ce qui précède juste, ce sera off, mais je le projetterai à toutes les séances d'atelier de scénario en disant à mes étudiants, voilà ce que pense Jean-Claude Carrière. Argument d'autorité. Dites bien que ce n'est pas la vérité. Que c'est même pas ce que je pense. Non, mais comme ça m'arrange, je sens que ça va être la vérité. Oui, c'est le fruit d'une expérience, c'est tout. Une grande expérience. Oui, avant que Cyril conclue, je vous ai amené, parce que bon, j'ai travaillé les 2 dernières années de sa vie avec Jacques Tati sur son dernier projet de film, Confusion. Et bon, j'ai pas eu 2000 repas avec lui, mais beaucoup d'après-midi de travail. Et j'ai eu envie de vous lire la note d'intention du film, où Tati écrit « Ce film repose sur un contraste entre 2 façons de voir la vie, l'une où la réalité est restituée simplement sans mouvement de caméra apparent, l'autre vue à travers des reportages dans lesquels la technique audiovisuelle, exagérément utilisée, complique la perception. » Il était encore très passionnant, d'avant-garde, puis c'était sur... Son obsession était dans le premier cas, c'est-à-dire, lui, son obsession était d'avoir une image fixe dans laquelle toute la complexité de la réalité vient se réfugier, obligeant l'œil à un travail particulier, et un travail presque à la limite de l'impossible. Il y a des plans certains plans de playtime où il est impossible de tout percevoir. Et c'est une école de cinéma tout à fait respectable qui, dans son cas et dans d'autres cas, a donné de très beaux résultats. C'est le cas, par exemple, quelquefois dans certains films de Kieslowski, ou dans un tout autre domaine. Je revoyais pour la 3e ou 4e fois Bleu l'autre jour, et encore maintenant, dans ce film, il y a des choses que je perçois à la 3e ou 4e vision que je n'avais pas vues. Des relations, par exemple, elle achète un chat pour aller détruire les rats. Avant l'achat du chat, on voit très rapide un plan de la mère rate qui déménage ses petits, comme si elle avait pressenti un danger possible. Ça, c'est extraordinaire, cette idée de...
J'aurais voulu savoir, hélas, il est trop tard, s'il s'agissait d'un effet de montage, parce qu'on pourrait très bien mettre ce plan après qu'elle a mis le chat dans l'appartement. Vous voyez, ce serait... Mais j'ai l'impression qu'il l'avait prévu à ce moment-là, mais qu'il l'a mis avant. Ce qui donne comme une menace, comme si elle avait senti la menace. Et après ça, tout de suite après, on retrouve le thème de la piscine. Juliette Binoche plonge dans la piscine. Il y a son ami qui vient la voir, là. Et derrière eux, si vous vous rappelez, il y a tout un groupe d'enfants avec des bouées de sauvetage qui viennent se jeter joyeusement dans l'eau. Ces enfants rappellent les enfants de la rate, les petits ratons qui sont morts et eux sont vivants. Il y a plein de rapports comme ça, très subtils dans certains films. Lorsque la porte claque quand elle est sur le palier, et ça doit être un rappel d'un bruit de l'accident, oui, dans l'interview. Oui, absolument. Oui, et des choses qu'on ne voit pas au premier coup, effectivement. Donc, mais ça, moi j'aime ce travail qui, au lieu de nous rendre paresseux quand nous voyons un film, nous oblige à une attention particulière, à être en alerte, parce qu'on sait que c'est pas fait par n'importe qui. Est-ce que le travail sur le temps, justement, Tati travaillait, moi il m'arrivait de travailler une après-midi sur une phrase. Bien sûr, naturellement. Oui. Moi, lui, c'était presque obsessionnel. Oui. Hein, c'était surtout à partir de mon oncle. Son travail, curieusement, c'est ralenti. J'ai jamais là non plus très bien su pourquoi. Mais est-ce que ça, vous, sur d'autres scénarios, ce travail-là sur le temps, vous le maintenez? Qu'est-ce que vous appelez le travail sur le temps? Sur le temps cinématographique? Non, prendre le temps d'écrire, de travailler autant de temps qu'il faut, ou bien vous avez des temps imposés? Non, je refuse toujours d'écrire un scénario quand on me dit qu'il y a une date fixe de remise. Mais quelquefois, on vous propose, j'ai une date de sortie. Ah oui, carrément. Oui, une date de sortie, avec telle salle, il faut faire un film. Ça, non, ça c'est pas pour moi. Enfin, je comprends qu'il y a peut-être de très bons films qui se sont faits comme ça. Hein. Le fameux Scarface, le premier, le scénario s'est écrit en 11 jours, vous savez ça. C'est pas le plus nul de l'histoire du cinéma. Effectivement. Tu Bon, conclus? voilà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir participé à cette émission, pour nous et pour tous les élèves qui ont participé, et puis les élèves futurs qui, je pense, auront le plaisir. C'est toujours très impressionnant de savoir qu'on rentre dans des archives. Voilà, vous savez que... devenez mémoire. Dans la mémoire. Et les générations futures auront droit à l'interview de Jean-Claude Carrière. Qu'est-ce que j'aurais aimé, par exemple, avoir une interview pareille de Jacques Prévert? Vous imaginez, uniquement sur son travail de scénariste, par exemple, prenez Les Enfants du Paradis. J'en ai beaucoup parlé avec Carnet, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir le point de vue qui ne s'est apparemment jamais vraiment exprimé sur son travail, pour moi admirable, de scénariste. Voilà. Merci encore à tous les étudiants qui ont participé à la réalisation de cette émission, au cadre, à la régie, au son, aux lumières, Madame Crivello et Madame Bousquet. Donc Jean-Claude Carrière, encore une fois, merci beaucoup, et peut-être une prochaine fois. Et merci à tous les metteurs en scène que nous avons cités.